Alors, comme vous le savez peut-être, j'ai organisé une masterclass à l'intention des thérapeutes, des juristes ou des personnes qui souhaitent accompagner un ami ou quelqu'un de leur famille. Vous avez d'ailleurs le lien en description si ça vous intéresse. Et à l'intérieur de cette formation, je propose des pistes de réflexion aux élèves. Nous en avons déjà partagé une, elle s'intitulait « Les origines ». Vous pouvez la retrouver parmi les vidéos que je vous propose ici. Donc là, nous allons regarder ensemble une vidéo que je propose aux élèves afin de leur donner des pistes de réflexion sur leur posture de thérapeute ou d'accompagnant, plutôt d'accompagnant. Avant de passer donc à cette vidéo, si vous aimez nos vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner et activer une petite cloche à côté de façon à être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Important aussi, si vous aimez la vidéo, c'est bien de liker, de mettre un like, parce que YouTube en tient compte pour positionner la chaîne, donc plus il y a de likes, mieux la chaîne est positionnée. Donc voilà, on se retrouve tout de suite, et bien écoutez, pour cette vidéo paradoxe et paradoxalité. Donc paradoxe et paradoxalité. J'espère que vous avez apprécié le titre que j'ai donné à cette leçon, lâcher prise avec un point d'exclamation. Plus vous allez vouloir lâcher prise, il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais j'essaie de lâcher prise mais je n'y arrive pas ». Au plus vous allez vouloir lâcher prise, au plus vous risquez de vous retrouver sous tension. Alors qu'est-ce qu'une injonction paradoxale? C'est peut-être bien ce que je viens de vous faire. Une injonction paradoxale, c'est une injonction donnée à quelqu'un que cette personne ne peut pas accomplir. Et même si c'est bien fait, qui rend fou. Un exemple qui est donné aux élèves en psycho, on leur dit « soyez naturel ». Regardez bien, plus vous allez faire d'efforts pour être naturel, au moins vous l'êtes évidemment. Pour pouvoir être naturel, il faut oublier de l'être. Par contre, si vous ne faites aucun effort pour être naturel, eh bien vous ne répondez pas à l'injonction. Donc, quelle que soit la solution que vous choisissez, vous avez perdu d'avance. Une injonction paradoxale aussi, c'est quelqu'un qui vous dirait « je t'aime, crétin ». Tu comprends pas que je t'aime, crétin. Je l'ai entendu ça, répété par quelqu'un. Dans la phrase, on entend « je t'aime », ça c'est signifié, mais le ton dit le contraire. Le ton dit « je ne t'aime pas ». Et puis, en plus, le mot « crétin » vient appuyer la chose. Donc on entend deux informations exactement contradictoires dans la même phrase. C'est une injonction paradoxale, d'autant plus si on a affaire à quelqu'un qui a une emprise sur nous. C'est-à-dire si c'est notre parent quand on est enfant, si c'est notre patron ou notre chef de service au travail, et si c'est notre conjoint qui a réussi à prendre une emprise sur nous. Imaginez votre employeur qui vous dit « mais enfin, vous pourriez faire un effort, essayer d'être naturel ». Ouais, mais il y a tellement d'enjeux, j'ai tout mon salaire, j'ai ma place, je veux dire, s'il n'est pas content, le patron, il peut me mettre dehors. Ça fait peur. Il y a vraiment une relation, la relation de subordination est vraiment, naturellement déjà, une relation d'emprise. Donc c'est ça une injonction paradoxale. Évidemment, quand moi j'écris « lâcher prise », point d'exclamation, d'abord c'est une blague, vous pouvez l'entendre comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre, peut-être que ça vous a agacé d'ailleurs quand vous avez vu le titre, j'espère qu'il y aura des personnes qui n'auront pas à squeezer la leçon à cause du titre, c'est peut-être pas malin de ma part d'avoir choisi ça, mais c'est une injonction paradoxale, lâcher prise. Alors, est-ce que cela veut dire que je dois renoncer à lâcher prise? Eh bien non. Étonnant. Alors là, c'est moi qui vous emmène dans un paradoxe. On n'est plus dans le champ de la paradoxalité, là on est dans le champ du paradoxe. C'est pas la même chose. J'écoutais, je lisais, Marguerite Duras qui en 91 disait « Écrire est impossible. Et pourtant, on écrit. » Alors je ne sais pas si vous êtes des écrivains, si vous aimez écrire, mais c'est quelque chose que je comprends très bien. Prendre une page, un stylo, écrire, c'est impossible. Et pourtant, on écrit. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus simpliste. Imaginez que demain, je doive aller à Paris. J'ai un avion à 7 h du matin. Je vais donc devoir me lever à 5 h du matin. J'aimerais bien ne pas avoir l'air trop fatigué quand je vais arriver pour faire, imaginons que ce soit une émission télé ou une émission radio. Alors, je vais me coucher tôt et il est très important que je dorme. Je me couche en me disant, il faut que je dorme. Il faut que je dorme, oui. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est l'insomnie assurée. Donc, si je veux dormir, si je veux avoir une chance de dormir, il faut que j'oublie mon désir de dormir. Donc on pourrait penser que c'est impossible. Et pourtant, il faut que je crée des circonstances pour que cela puisse se faire. C'est-à-dire que je vais choisir un lit le plus confortable possible, dans une chambre la plus tempérée possible, avec le moins de sources de lumineuses possible, et puis idéalement qu'il ne soit pas bruyante. Donc je crée des circonstances. Je crée des circonstances pour pouvoir dormir, mais une fois que je vais me coucher, je dois oublier mon désir de dormir. Pareil pour soyez naturel, peut-être créer les circonstances pour que cela puisse se faire, puis bien évidemment ne faire aucun effort. Pour ce qui est du lâcher-prise, c'est la même chose. Alors,
On peut vous emmener dans le paradoxe. Marie-Guerite Duras nous emmène dans un paradoxe quand elle dit « écrire est impossible et pourtant on écrit ». D'ailleurs, quand on relit les premières leçons que je vous avais données sur l'initiation à la psychanalyse, j'ai envie de dire « et pourtant ça écrit ». C'est intéressant, c'est à réfléchir ça. Bon. Un autre paradoxe nous est donné par Maître Dogen, il y a 500 ans au Japon. Maître Dogen, c'est lui qui a amené le zen au Japon. Il disait « pensez à ne pas penser » quand vous méditez. « Pensez à ne pas penser ». On entend bien le paradoxe, mais quand même il donnait la solution. Il disait comment penser à ne pas penser? Ceci est tout l'art de la méditation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je me concentre sur mon corps, sur mes pouces par exemple qui se touchent, sur ma posture, sur ma respiration, éventuellement même sur un mantra, je ne suis pas capable d'être à la fois concentré sur ma posture et en même temps dans ma pensée. Donc, la posture elle-même, si vous voulez, la pratique elle-même nous empêche de penser. Alors, bien évidemment, beaucoup de personnes me disent « Oh, j'ai essayé de méditer, mais je n'y arrive pas. » Je vais vous faire une réponse à la Duras. Méditer est impossible. Et pourtant, ça médite. Alors, comment est-ce que l'on fait? Eh bien, évidemment, quand je commence à me concentrer sur ma posture, je ne suis plus du tout dans mon mental. Mais rapidement, je vais me déconcentrer et penser « Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce soir? Il faut que j'aille faire des courses. Est-ce que j'ai bien payé mes impôts? Est-ce que... » Enfin, voilà. Vous connaissez le petit vélo qui se remet dans la tête. Quand je m'aperçois du petit vélo, je laisse passer les pensées et je me reconcentre sur mon corps, sur ma posture, sans y penser, si vous voulez. Est-ce que les... Vous voyez? Sans me poser la question, est-ce que les pouces sont bien horizontaux? Non, je le sens. Je redresse ma colonne vertébrale. Je vérifie que ma respiration est tranquille, et là, à nouveau, je sors des pensées. Donc, j'ai résolu le paradoxe par la pratique. Et ça nous emmène au sujet suivant que je voulais traiter avec vous, humilité et bienveillance. Quand on est accompagnant, quand on reçoit quelqu'un, que l'on soit thérapeute, que l'on soit juriste, ou même que l'on soit un parent ou un ami, idéalement, nous nous plaçons dans l'humilité. Et je voudrais vous poser la question, ou je me pose la question, est-ce que vouloir être dans l'humilité n'est pas une grande prétention? Vous voyez? Donc on retombe un petit peu dans la paradoxalité, dans le paradoxe de tout à l'heure. Alors je m'étais posé la question, est-ce qu'existe l'humilité? Comment faire pour être dans l'humilité? Et j'ai eu cette réponse un jour en sortant du dojo où je pratiquais. J'ai joint mes deux mains et j'ai salué l'endroit où je venais de pratiquer. Quand vous joignez les deux mains, si vous êtes concentré sur le geste que vous faites, on l'a bien vu, vous sortez immédiatement de vos pensées. Sortir de ses pensées, c'est déjà être dans l'humilité. S'incliner pour saluer et remercier l'endroit où on a pratiqué. Ça, c'est la véritable humilité. Et c'est cette posture-là qu'il serait bien d'arriver à trouver, on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas la chercher, mais enfin, créer les circonstances pour que cela puisse se produire lorsque l'on reçoit quelqu'un, être dans cette humilité et dans cette bienveillance. On avait vu, pour ce qui est de la bienveillance, c'est important d'avoir fait un travail sur soi. On l'avait vu donc dans cette vidéo que je vous avais proposée sur les origines, comment ça avait commencé pour moi par cette personne qui me demandait des conseils et puis qui faisait exactement le contraire de ce que je lui avais conseillé. Donc, je n'étais pas vraiment dans la bienveillance. J'ai appris à le devenir en me rendant compte que je me sentais attaqué. Si vous voulez, dans mon phallus, aurait dit Freud, hein, c'est-à-dire dans ma posture de conseiller. Donc, en renonçant à cette posture, si vous voulez, j'étais vraiment rentré dans la bienveillance. Et l'humilité, c'est un petit peu la même chose. Alors, j'évite d'être trop dans le conseil, malgré tout. Si je devais conseiller un thérapeute ou un accompagnant, pratiquer la méditation, c'est vraiment très bien. C'est vraiment d'abord un beau cadeau que vous vous faites à vous. Et c'est aussi, sans le vouloir, un cadeau que l'on fait au monde, parce que en pratiquant la méditation, normalement, telle que je la conçois, on est beaucoup plus facilement et involontairement dans l'humilité, dans le lâcher-prise, dans le naturel. Alors, bien évidemment, vous avez votre pratique, hein. Moi je dis la méditation parce que c'est mon truc, mais un autre pensera, non, moi je préfère faire du yoga et les asanas m'amènent à effectivement cette humilité, cette bienveillance. Un autre dira, mais moi c'est le Qigong, il y a des tas de réponses, évidemment, il existe autant de réponses qu'il existe de personnes, je l'espère bien. Je n'ai pas de recette, j'ai ma recette à moi, mais j'espère bien que vous allez trouver votre recette pour pouvoir vous diriger donc effectivement vers ce lâcher-prise, cette humilité et cette bienveillance. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour nous aider à réfléchir sur la posture de l'accompagnant, la meilleure posture possible, peut-être la posture idéale en fin de compte, quand on est arrêté de penser, quand on sait que son ego n'a rien à voir dans la problématique de l'autre, quand on est réellement dans l'humilité, la bienveillance et le lâcher-prise. Voilà, j'en reste là pour cette fois-ci et je vous dis à bientôt.
Au revoir.